Effectivement, on peut imaginer qu'un certain nombre de régions qui étaient tempérées vont peut-être devenir plus arides. Et c'est justement, je pense, l'interpellation sur des vignes en Suède. Donc il faut s'adapter, tenir compte peut-être du fait qu'il y aura dans certaines régions une eau moins abondante, peut-être des ressources en eau moins abondantes, des pluies peut-être moins abondantes, des types de cultures faudra adapter en fonction de la nouvelle, je dirais, la nouvelle physionomie climatique au niveau de la planète. Comment peut-on tous ensemble faire en sorte d'agir pour prévenir, c'est-à-dire d'agir pour faire en sorte que l'augmentation qui est continue, irréversible de la température moyenne sur notre planète, donc se limite à une augmentation supplémentaire de 2 degrés d'ici la fin de ce siècle. Pourquoi on a pris la vigne aujourd'hui sur la question du changement climatique? Parce que la vigne est un marqueur du climat depuis le Moyen-Âge à peu près. Et donc, on va voir que comme une carotte glaciaire, la vigne nous dit beaucoup de choses sur le climat passé et sur le climat actuel. Mais tout d'abord, Hervé Quénol, on va commencer. Alors, réchauffement climatique ou changement climatique? On sait très bien qu'au niveau global, de toute façon, on a une augmentation de la température, mais il me semble plus correct d'utiliser le terme changement climatique. Parce que justement, on peut avoir des secteurs sur la planète où il fait plus chaud, ou d'autres un peu moins, etc. Donc il faut quand même bien prendre cela en compte, et notamment faire la distinction entre variation et variabilité du climat. En gros, variabilité, c'est la variabilité du climat, c'est d'une année sur deux. On peut avoir une année chaude, une année fraîche. Et c'est souvent là où on peut avoir un peu des... pour monsieur tout le monde, même tout le monde, c'est toujours un petit peu compliqué de... Voilà, il y a un hiver froid, souvent on va nous dire on nous parle du changement climatique, du réchauffement climatique, et il fait froid, donc c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important. Là, je vous ai mis un petit exemple d'une figure qui vous montre l'évolution des températures sur une période relativement courte, c'est de 1948 à aujourd'hui. Donc température minimale, maximale et moyenne, donc dans le Val-de-Loire. Vous pouvez voir donc en gros de Nantes à Tours. Si on veut parler de variation climatique, si vous regardez l'ensemble de cette figure, vous voyez que pour l'ensemble des courbes de température, on voit une augmentation sur toute cette période. Donc là, sur cette période-là, on a une variation, une augmentation de la température. Par contre, si on regarde d'une année à l'autre, vous pouvez voir que même qu'on soit en température minimale, maximale ou moyenne, il y a des années plus chaudes que d'autres. Et ça, c'est la variabilité. Et si on va un petit peu plus dans le détail sur toute cette période, on a un moment, une époque, donc on va dire à la fin des années 80, une augmentation un peu plus importante, un peu plus intense de la température. Et là, si on fait des analyses statistiques, on le remarque sur l'ensemble, à peu près sur l'ensemble de la planète, on a ce qu'on appelle une rupture statistique, c'est-à-dire un moment où l'augmentation de la température est plus intense sur une période relativement courte. Donc je pense que c'est des choses vraiment à prendre en compte, ces différences entre variabilité et variation, de manière à vraiment bien comprendre ce changement climatique. Et cette rupture statistique dont vous parlez, qui a eu lieu à peu près dans les années 80, il y a des chiffres. Bon, pour les Français qui sont là, je n'ai pas les chiffres pour les villes italiennes, mais par exemple, prenez le nombre de journées estivales. Elles ont augmenté de 4 jours tous les 10 ans à Paris et de 5 jours tous les 10 ans à Toulouse. Hervé Quénol, qui va nous amener à parler du rapport 2014 du GIEC, qui pose ces hausses de température et ses conséquences. Oui, tout à fait. Donc le dernier rapport du GIEC montre d'une part une augmentation générale de la température, mais également une augmentation de la fréquence de certains phénomènes qu'on appelle extrêmes, que ce soit des fortes pluies, mais également des périodes de sécheresse. Donc là, de la même manière, j'ai mis 2-3 figures qui vous montrent les principaux résultats qui ressortent du dernier rapport du GIEC. Donc avec la première, on voit très clairement l'augmentation de la température sur la période, donc ici 1998, si je ne dis pas de bêtises, fin de l'année 80 jusqu'à aujourd'hui. Également l'augmentation du niveau moyen niveau de la mer, donc qui est pas sans conséquence naturellement. On le voit, les hausses de la mer, pour 2100, c'est 29 cm à plus 82 cm d'ici 2100. Ce qui est énorme.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est entre les deux derniers rapports du GIEC, on a naturellement une amélioration en tout cas dans la mise en place de ces modèles et qui en fait ressortir ces scénarios donc du futur avec on va dire, du plus optimiste au plus pessimiste. Et ce qui a changé entre les deux derniers rapports du GIEC, c'est que maintenant, ces scénarios sont exprimés en termes de concentration de gaz à effet de serre et non en termes d'émissions, comme cela était sur le rapport précédent. Et c'est intéressant parce que dans ces scénarios sont intégrées notamment toutes les politiques des différents États mises en place pour réduire ces gaz à effet de serre. Et donc, de la même manière, si vous regardez ces deux figures, vous voyez que sur les différents scénarios, on n'a pas des différences énormes sur les simulations futures, ce qui est également ce qui est optimiste, en tout cas pour le travail des scientifiques, notamment là les physiciens de l'atmosphère, ce qui prouve que leur modèle, le précédent modèle n'était pas mauvais. Avant de vous parler des scénarios, je voulais juste vous montrer un exemple d'une figure relativement ancienne, mais de travaux qui ont été réalisés par Météo France, qui vous montre déjà la tendance sur la période de 1900-2000 en France, de la répartition de la température, donc à gauche maximale et à droite minimale. Et vous pouvez voir déjà en un siècle une augmentation entre 1,5 degré et 2 degrés, hein, mais très variable en tout cas, ça dépend d'où on se situe en France. Pour le futur, c'est de la même manière, hein, les scénarios montrent une augmentation de température de 2 à 6 degrés suivant qu'on soit sur un scénario optimiste ou pessimiste. Donc on peut passer directement donc, sur la vigne. Donc, comme vous l'indiquiez juste avant, la vigne, c'est pourquoi déjà travailler sur la vigne? Bon, d'une part parce que le vin c'est relativement sympa, mais surtout parce que déjà la vigne on la trouve à peu près partout dans le monde, avec un zonage on va dire de plus ou moins des zones où vraiment on peut faire du bon vin, mais il y a même d'autres secteurs qui sont un peu plus originaux où on trouve de la vigne. On en trouve côté de Tahiti, on en trouve à La Réunion ou autre. Mais l'idée déjà c'est de travailler sur la vigne, c'est qu'on peut travailler sur les différents macroclimats du monde entier où on peut faire de la vigne, de manière à voir si le fait que ces climats changent, est-ce que cela a une répercussion sur la vigne. Donc la vigne est un excellent marqueur, et cela donc, pour différentes raisons. D'une part, parce que la vigne est une culture pérenne. Donc la vigne, on peut suivre l'impact du climat sur la vigne d'une année sur l'autre. On plante de la vigne minimum pour 40 ans, 30-40 ans. Donc d'une année sur l'autre, on aura toujours la même plante, donc ce qui permet d'avoir une information régulière et avec de bons résultats. L'autre aspect, c'est que la vigne, elle a des stades de croissance bien définis, c'est-à-dire entre le moment où la vigne va reprendre son activité de croissance, donc après l'hiver, c'est-à-dire la formation du bourgeon, jusqu'à la récolte, à l'automne suivant. Il y a différents stades, donc ce qu'on appelle le débourrement de la vigne quand elle se redéveloppe, formation des feuilles, formation des fleurs, des grappes, le moment où le raisin va commencer à se colorer pour la maturité, et la vendange. Et ces différents stades, ils sont corrélés avec des indices bioclimatiques qui sont généralement calculés sur des sommes de température. Donc ces indices, on peut les appliquer chaque année, et ça nous permet de voir notamment si cette croissance de la vigne sur 50 ou 100 ans, si elle a changé, si elle est plus précoce, plus tardive, etc. Et l'autre aspect également, c'est qu'on a des documents historiques qu'on retrouve notamment dans les grands châteaux viticoles, où le chef d'exploitation ou le chef œnologue marquait, disait voilà, telle période il y a une gelée, telle période il a fait chaud, etc. etc. Donc il y a plein d'historiens, il y a des historiens qui travaillent sur ce thème-là, et on peut remonter très loin dans le passé de manière à avoir un référentiel pour un suivi du climat sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Bon, certains disent le Bourgogne va devenir un Côte-du-Rhône, ou certains disent même le Bourgogne et le Côte-du-Rhône d'ici 2050 vont disparaître. Oui, donc là il ne faut pas non plus tomber à l'extrême. Si on analyse uniquement les sorties de modèles, donc appliquer vraiment la culture de la vigne, de manière très très théorique, vous avez cette figure qui vous remonte la limite théorique de la culture de la vigne en 2050. Pour résumer, si on a une augmentation moyenne de 1 degré, ce qui en ressort, c'est qu'on a un déplacement pour l'hémisphère nord vers le nord d'à peu près de 100 km de la limite de la vigne.
Donc ce n'est pas pour dire qu'on va faire de la vigne 100 km plus loin, c'est-à-dire qu'on aura des conditions pour avoir une bonne viticulture 100 km plus au nord. La même chose pour l'hémisphère sud, plus au sud. Ce n'est pas innocent, hein, on voit très bien que ça plante pas mal en vigne, on peut parler justement de la vigne en Suède, mais il y a déjà de la vigne en Suède depuis un bon moment. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en Suède, la qualité du vin va être bien meilleure du fait de ce petit degré de température qui est gagné là depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. De la même manière en Angleterre, et si on va plus au sud, on sait qu'on plante beaucoup actuellement en Patagonie, même si actuellement ça serait peut-être compliqué de faire du bon vin en Patagonie, mais c'est un peu des paris sur le futur. Dans certains cas, la variabilité spatiale du climat sur des petits espaces à l'échelle d'un vignoble, entre un bas de pente et un haut de pente, on peut avoir une différence de température de plusieurs degrés, ce qui est l'équivalent au niveau temporel sur les scénarios du changement climatique. Si on a 2 degrés de différence, par exemple sur l'année, sur une exploitation viticole, entre 2 secteurs qui sont peut-être distants de quelques centaines de mètres, le vigneron il s'adapte à cette variabilité, il va travailler sa vigne différemment, voilà, ses pratiques vont être... Donc il arrive quand même, il a une marge de manœuvre. Donc, dans le cadre de l'évolution du climat, à horizon 2050-2100, il y a quand même une marge de manœuvre relativement importante. C'est pour ça que c'est des fois un peu aberrant de dire il n'y aura plus de viticulture dans le Bordelais ou en Bourgogne. Non, on n'est pas... On n'en est pas là. Non. Derrière ces histoires de vin, de climat, il y a des histoires de conflits sur des territoires qui soient locaux ou nationaux sur comment je produis. À Mendoza, l'eau, est-ce qu'elle doit servir aux vignes? Est-ce qu'elle doit servir à la population? Et du coup, on voit bien que ces questions-là de changement climatique impactent ce que vous disiez, vraiment, alors pour le coup, nos vies quotidiennes. C'est pour ça que c'est vraiment important d'étudier les climats viticoles à l'échelle de la planète et ensuite passer sur des cas à l'échelle de l'exploitation. L'exemple de Mendoza est assez parlant. On ne s'en rend pas trop compte, nous, en France, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là du changement climatique, d'impact du changement climatique. En Argentine, on sait que le gros problème de l'impact du changement climatique, c'est la fonte des glaciers et surtout la diminution des précipitations neigeuses. Donc, comme on en parlait, l'irrigation, les réserves, les lacs de barrage, l'eau qui est utilisée, elle vient principalement de ces précipitations neigeuses. Il y en a de moins en moins. Donc l'eau, il faut arriver à la rationner. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, comme c'est de l'irrigation de type gravitaire, c'est-à-dire qu'on lâche l'eau, c'est des canaux, donc on lâche l'eau sur les parcelles, il y a un gâchis énorme, parce que d'une part, il y a une grosse partie de l'eau qui est perdue par évaporation, et puis en plus, on lâche. Et il se trouve que là, on rentre dans des problèmes de pénurie d'eau et de conflits entre la profession viticole et la ville de Mendoza et la province, parce que naturellement, l'eau, il faut qu'elle aille quand même en priorité pour la population. Le changement climatique et viticulture, on parlait de 2050, 2100, ces vignes en Suède alors? Ces vignes en Suède, comme je disais au début, il y a déjà de la vigne en Suède, il y a de la vigne au Danemark, il y a de la vigne en Angleterre. Ouais. Ce qu'il faut noter, c'est que la qualité du vin est bien meilleure qu'il y a 20-30 ans. Et les conditions sont meilleures. C'est-à-dire qu'on pouvait, peut-être qu'il y a 20-30 ans, on est peut-être une année sur 3, sur 4, où les vignerons anglais ou danois, par exemple, arrivaient à faire un vin bonne qualité. Là, ils en font, les années, les millésimes sont meilleurs et plus fréquents que dans le passé. Donc oui, ça peut être des secteurs. Ça sera en tout cas des régions où le vin sera, la limite théorique de la vigne sera bien comprise dans ce secteur-là. Et quand on parle de méthodes d'adaptation, notamment, ça en fera certainement partie, peut-être à long terme, sur les déplacements de ces vignobles vers le nord. Mais bon, il y a bien d'autres... Il y a bien d'autres enjeux. Il y a bien d'autres enjeux et bien d'autres méthodes surtout. Il faut bien compter, voir un peu les marges de manœuvre qu'on peut avoir à court terme, à moyen terme et à long terme. Ouais. Par exemple, vous dites là, entre 10 ans et 20 à 30 ans, quelles sont ces marges de manœuvre? Voilà, entre 10 ans et 20 à 30 ans, c'est les méthodes qui sont déjà en cours. C'est-à-dire que le vigneron, par exemple, sur une année... Là, on va plus parler de variabilité du climat. Sur une année chaude, il va travailler sa terre, ses pratiques sont complètement différentes, de manière à peut-être limiter les problèmes liés à la sécheresse, au coup de chaleur, etc. Donc il y aura un travail du sol bien spécifique, une intervention sur le végétal, c'est-à-dire peut-être enlever des feuilles,
ce qu'on appelle les feuillets justement, éviter que la vigne sur une année chaude soit en concurrence avec d'autres végétaux, donc enlever l'herbe par exemple. Et puis également, on a peu abordé, mais une connaissance des climats locaux, donc qui est mon travail principal, hein, on n'a pas trop abordé cet aspect-là, mais le fait de connaître un climat local spécifique dans lequel est cultivée la vigne, sur un vignoble, ça permet dans un premier temps de voir comment on s'adapte spatialement à ces différences, donc notamment de température. Et on peut insister sur ce point qui est intéressant. Vos premiers travaux avaient lieu sur les TGV. On se dit, mais qu'est-ce que les TGV ont à voir avec le changement climatique, avec la vigne? Et vous expliquez aussi bien à Strasbourg ou le TGV Méditerranée que quand on construit un TGV qui traverse un territoire, ça a des impacts et le climat local change. Alors oui, donc là, c'était vraiment pas sur la problématique du changement climatique, mais l'idée, c'était, voilà, on a un obstacle qui est construit. Est-ce que cet obstacle aura un impact sur le climat local? Donc l'exemple des TGV, c'est notamment sur le TGV Est européen qui traversait les 100% de Grand Cru de Champagne, donc c'est quand même des secteurs à haute valeur ajoutée. Ce remblai en contrebas de coteaux de vigne, en situation notamment de ce qu'on appelle de gelée de printemps. Vous avez des situations où vous avez un ciel clair la nuit, donc ça engendre des pertes énergétiques et puis de la formation d'air froid. Et cet air froid, comme il est plus dense que l'air ambiant, il va s'écouler le long des pentes. S'il est bloqué par un ouvrage en remblai, ça fait comme un lac d'air froid et ça accentue le gel. Donc voilà, donc là, mais ça vous montre quel est l'impact d'un élément local. Donc si ça accentue le refroidissement, ça pouvait aller jusqu'à 4-5 degrés plus froid que sur le secteur un peu plus éloigné où il n'y a pas cet obstacle. Et c'est quand même des effets, donc on parle du remblai, mais ça peut être des haies brise-vent, ça peut être une colline, un fond de vallon, etc. Je vais vous montrer un petit exemple ici dans nos travaux. Vous avez ici un exemple de capteur de température. Vous avez la photo sur le diaporama. Ces différents capteurs, ici représentés par des cercles, ont été disposés en fonction de la topographie, la distance ici à la Loire, parce qu'on est dans le Val-de-Loire, à proximité de Saumur. Si on fait le calcul des sommes de température sur toute la période de croissance de la vigne, ici pour l'année 2013, on a des écarts de sommes de température qui sont équivalents à ce qu'on peut avoir, à ce qu'on a eu par exemple entre Tours et Nantes. Donc des effets à l'échelle entre deux régionales, on va dire. Et les répercussions sur les niveaux de sucre et d'acidité de la vigne sont similaires, c'est-à-dire un impact important donc sur les caractéristiques du vin. Donc là, vous voyez vraiment un effet local très important. Et si cela, on arrive à le prendre en compte dans le contexte du changement climatique, on a déjà fait vraiment un pas sur les questions d'adaptation et surtout pour limiter l'incertitude. Parce que quand vous dites à un vigneron, en 2050, il fera plus 2, plus 3 degrés sur votre exploitation, ça ne lui parle pas. Si vous lui dites, voilà, à tel endroit de ton exploitation, ici il fait plus froid, ici il fait plus chaud, donc il va me répondre, oui, je le sais, je vis sur mes vignes depuis 50 ans. Mais si je lui dis, oui, mais ici, telle nuit, tu as eu moins 4 et puis ici, tu as eu 2 degrés, il fait, ah là, ça m'intéresse parce que je vais savoir comment mettre en place mes méthodes pour m'adapter au jour le jour. Et l'idée de ces travaux-là, d'analyse du climat aux échelles locales, c'est de proposer une méthode d'adaptation, mais régulière, pas passer de manière brutale à 2050 avec des solutions plus ou moins drastiques. Ici, vous ne pourrez plus faire de vigne, il faudra planter à tel endroit, etc. Mais on voit par exemple la baie du Cap où il y avait des pommiers, la température a fait, et puis la brise marine a fait qu'on a mis de la vigne. Bon, maintenant, les agriculteurs sont carrément en train d'arracher pour aller plus haut. En France, j'imagine qu'on ne peut pas comme ça arracher un vignoble. On n'est pas dans les mêmes conditions. C'est pour ça. Après, il y a l'aspect politique aussi qui entre en compte, la législation. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, c'est pareil, on est au niveau d'impact du changement climatique complètement déjà beaucoup plus avancé que pour nous. Là, on avait une viticulture qui était, même arboriculture, qui était possible grâce à un effet local qui était lié à en gros, la proximité de la mer générait, la différence de température entre la mer et la terre générait une brise marine relativement forte. Le fait que l'océan soit réchauffé, l'influence de la brise marine est un peu diminuée. Et on a un phénomène, notamment pour les arbres fruitiers ou la vigne, c'est que l'hiver, lorsque la vigne ou l'arbre fruitier est en phase de dormance, donc en repos, pour que cette phase de repos s'arrête et déclenche la reprise de croissance, il faut des températures relativement fraîches.
Et plusieurs années de suite, ça devient compliqué. Une année, 2 années, c'est pas bon. Peut-être la 3e, ça a été bon. Mais bon, à ce moment-là, les arboriculteurs se sont dit c'est un peu plus compliqué. Donc certains ont commencé à arracher les pommiers. Puis petit à petit, on remplaçait par de la vigne. Et puis là, on arrive dans une phase où des fois, c'est un petit peu plus compliqué pour la vigne. Il faut rechercher du froid, donc on va planter un petit peu plus en altitude. Et ça, en France, c'est compliqué. Et puis la législation est différente, il y a les appellations, etc. Et puis on n'est pas encore à ce niveau-là. À ce stade de changement climatique. Oui, et puis on ne peut pas planter n'importe où. Justement, puisqu'on parle de changement climatique, viticulture, il y a les préconisations du GIEC, parce que ce qui est intéressant dans ce que le GIEC a posé et ce que vous dites, c'est que maintenant que le constat est fait, quelles peuvent être les préconisations sur le changement peut-être de mode agricole, peut-être aussi de mode de vie Oui, c'est un peu ce que je vais poursuivre sur justement les méthodes d'adaptation à plus ou moins long terme. À plus long terme, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est l'adaptation par déplacement géographique. Donc on a montré un peu, en gros, d'ailleurs j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, plus 1 degré, ça équivaut à peu près 200 km plus au nord ou pour l'hémisphère nord. 150 mètres en altitude, donc c'est des méthodes d'adaptation vraiment à plus long terme. Je répète, quand on plante de la vigne, c'est minimum pour 30-40 ans, donc il ne faut pas se tromper, quoi. Donc l'adaptation par type de cépage, comme je disais, donc retrouver des cépages peut-être moins précoces, qui ont des durées de cycle végétatif différents, des besoins en froid différents, sensibilité au gel également, parce qu'on en avait un petit peu, on n'a pas encore abordé cet aspect des extrêmes climatiques. Mais des fois, on a un peu tendance à croire que si les températures augmentent, on aura moins de risque de gel pour la viticulture. Et c'est complètement faux, parce que comme on a une avancée des stades phénologiques et si on a une reprise de la croissance de la végétation pour la vigne mi-mars au lieu du 10 avril, par exemple, je donne une date au hasard, la probabilité d'avoir une gelée mi-mars, une température froide négative, est beaucoup plus importante qu'en avril. Et puis une des dernières méthodes d'adaptation, qui porte vraiment à controverse, mais certains viticulteurs, et dans certains pays c'est déjà assez, c'est pas un tabou, c'est l'adaptation par modification du matériel génétique. Tout bonnement faire des vignes, des pieds de vigne qui ne seraient pas sensibles à la sécheresse ou autre. Et c'est quand même des choses qui sont évoquées, peut-être pas de manière vraiment officielle, parce que ça peut faire poser pas mal de questions. Mais... Donc là, il y a des scientifiques publics ou privés qui réfléchissent à ces questions-là. Des OGM il y a des pays, oui, où les OGM sont déjà bien développés, donc oui. Donc là, le changement des modes agricoles, et si on se disait sur le changement de nos modes de vie à nous, parce qu'on voit que l'agriculture est aussi je crois que c'est 20%, est un gros émetteur de gaz à effet de serre. On pourrait se dire si on peut peut-être influer là-dessus, et puis sur les modes de vie des citoyens, par exemple. Déjà, revenir sur le fait que l'agriculture donc également la viticulture est productrice importante de gaz à effet de serre. Je crois que c'est quelque chose qui a été vraiment pris en compte par la profession viticole. Il y a vraiment des études qui sont réalisées sur cet aspect-là, notamment avec l'ADEME et les différents organismes viticoles, de manière à voir, en prenant toute la chaîne de production du vin, entre la plantation jusqu'à la mise en bouteille, le transport, etc. Il y a vraiment des travaux qui sont dans cette optique-là, de manière à réduire ces gaz à effet de serre. Pour prendre l'exemple du Bordelais, de la Champagne notamment, et l'ensemble des régions viticoles est un peu dans cette optique-là. Et c'est également, je pense que si on quitte également le monde du vin, on est quand même c'est une responsabilité collective et de chaque citoyen. Ce qui est intéressant avec la vigne, c'est que ça montre aussi pour les autres cultures, c'est-à-dire dans d'autres pays, sur le maïs, sur le blé, le manioc, etc. Si on transpose ce que vous nous dites de la vigne sur ces cultures vivrières nourricières, là, on se rend compte aussi de l'impact qu'a le changement climatique. C'est l'idée aussi de nos travaux, c'est qu'on utilise la vigne, comme on l'a dit, comme marqueur, mais c'est applicable sur plein d'autres, sur l'agriculture en général. Et dans certains cas, comme vous le disiez, le vin, on peut vivre sans. Manger, il faut bien. On ne peut pas vivre sans manger. Bonjour, je me demandais
comment a été pris en compte le vent dans vos travaux? Le vent? Oui, parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences sur les cultures oui. et que ça pourrait changer avec le changement climatique. Alors le vent, on le prend en compte lorsqu'on travaille aux échelles locales, donc sur les sites, je vous ai petits exemples, je vous ai montré. Hein. Oui, je n'ai pas précisé, dans le cadre de nos programmes de recherche, on est sur 35 vignobles répartis dans 15 pays. C'est-à-dire qu'on essaye de couvrir l'ensemble des pays viticoles donc du monde entier. Dans certaines zones plus que d'autres, le vent est un paramètre important, comme les précipitations, etc. Donc on le prend en compte en installant des capteurs, hein, de manière à l'exemple de l'Afrique du Sud, hein, pour voir un peu comment jusqu'où la brise de mer, donc le vent marin, va rentrer dans les terres et quels vont être les secteurs plus favorables pour la vigne ou autres.